Madame la ministre, je suis ravi de votre présence, ravi de vous accueillir parce que ça témoigne, je dirais, toute la fidélité, toute l'amitié que vous avez vis-à-vis de notre secteur et la confiance, aussi la confiance partagée. Et en ces moments complexes, si nous avons un petit peu de retard, c'est qu'il y a un peu de monde dans la rue, non pas lié à l'activité de Noël, peut-être, mais à une activité qui est complexe sur la réforme que vous menez également, qui est celle des retraites, mais on ne va pas en parler ce soir, je vous rassure. Ce soir, on va se détendre, parce que vous allez me dire oui à tout. Comme toujours. Alors, la première question, Madame la ministre, c'est une question de tradition, c'est comment allez-vous ? Je ne suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment, mais je vais bien. Merci, je vais très bien. Toute ma vie, j'ai rêvé de réformer les retraites des Français. En tant que médecin, c'était mon karma. Et enfin, j'ai réussi. Écoutez, on est ravis de voir votre sourire parce que le pire n'est jamais certain. On en parlait avec Axel Kahn ce matin. Le pire n'est jamais certain et je suis sûr qu'il y aura des lendemains heureux. Alors, revenir sur une année. Nous étions à peu près à la même place. On est plus près cette année. Hein. Vous avez vu, il y a moins de... Je me tourne un peu vers vous, tiens, comme ça. Hein. Voilà, je vous verrai mieux. On est plus près. Et c'est vrai que vous nous aviez annoncé un certain nombre de choses l'année dernière. Et je dois dire que vous avez tenu vos engagements. Vous avez tenu vos engagements. Le premier, qui nous concerne tous, c'est la hausse tarifaire de 0,5%. On ne connaissait pas l'année dernière. Non, vous inquiétez pas, on va venir en 2020. Là, je fais le bilan c'est pour vous mettre dans le bain, que ce soit par étapes. Je le fais par étapes, parce que si d'entrée je vous agresse sur les tarifs, vous allez me dire, oh, il parle que d'argent. Et oui, je parle que d'argent, mais pas tout de suite. Vous avez dégelé le coefficient prudentiel l'année dernière, totalement. Et surtout, la surprise qu'il y a eu, c'était au mois de mars, où vous avez dégelé une sous-exécution. 300 millions d'euros. C'était en février, et on ne s'y attendait pas. Mais attention, on s'habitue aux bonnes choses. Au mois de février, je me permettrai de vous rappeler qu'il y a encore une sous-exécution sur le 2019. Et vous avez également réglé un sujet qui nous tient à cœur, c'était les transports, voilà, qui avait été initié par Madame Marisol Touraine, et vous avez réglé cette difficulté. Ça, c'était 2019, donc merci, parce qu'il faut savoir dire merci quand ça se passe tel que vous l'avez dit et tel que nous l'avons souhaité. Alors, j'étais plein d'entrain, je suis toujours plein d'entrain. Toujours plein d'entrain, oui, vous savez, toujours positif, toujours, et puis même quand l'adversité fait qu'on a des nouvelles compliquées, je suis là. Et on a échangé avant le plan hôpital d'il y a 15 jours, hein, je vous parle de l'Ondam qui est passé de 2.1 à 2.4, pardon, et on a échangé, et vous m'avez dit, bon, vous allez voir, il y a un plan qui arrive, etc., etc. Et j'ai été un petit peu, pas déçu, surpris. Surpris parce que, bien sûr qu'il y a une difficulté sur l'hôpital public, bien sûr qu'il y a de la souffrance sociale, bien sûr qu'il y a de la maltraitance, mais on se sent exclu, mais complètement exclu. Et d'être exclu, on a un peu l'habitude. Hein. On a un peu l'habitude, quelquefois, on est exclu sur des attributions de financement ou d'innovation. Mais mon propos, il est plus ciblé, je dirais, peut-être sur l'Île-de-France, avec la PHP et cette prime dont vont bénéficier les soignants, et qui met en difficulté les 240 établissements de l'Île-de-France et de la région parisienne. 240 établissements. Alors, vous avez dit que le privé est une part de la solution. Ce matin, un sondage, c'est important les sondages, surtout quand ils baissent ou quand ils montent, ça dépend comment on veut les regarder, mais 88% des Français estiment que les pouvoirs publics doivent davantage soutenir les professionnels et les établissements de santé de tout statut. Donc ce plan hôpital, Madame la Ministre, quelles sont, je dirais, les grandes lignes qui pourraient nous faire espérer, sur le terrain, d'avoir un discours positif vis-à-vis de nos collaborateurs. Je fais également référence à la dette de 10 milliards des hôpitaux que vous allez alléger. Nous avons aussi des dettes. Donc si vous voulez aussi alléger nos dettes, on est preneur.
on est preneur, parce que c'est vrai que même si nos salariés ne nous demandent pas tous les matins, Monsieur le Président ou Monsieur le Directeur, quel est l'état de la dette de votre établissement, ça nous ferait du bien dans la mesure où 40% des établissements, et ça augmente, sont en déficit chaque année. Merci, Monsieur le Président. D'abord, bonjour à tous. Et sachez que je suis très heureuse d'être parmi vous cette deuxième année consécutive parce que les choses avancent. Et les choses qui ont avancé, c'est quand même la loi avec le plan Ma Santé 2022, dans lequel j'ai souhaité décloisonner notre système de santé et dire à tous les acteurs, les libéraux, toutes les professions de santé, la fédération hospitalière privée, le public, qu'ils étaient une part de la solution et qu'il n'y avait plus de place pour la compétition. Notre système de santé est tellement en tension aujourd'hui, il manque tellement de professionnels que nous avons un seul devoir, c'est de nous organiser pour être au rendez-vous face aux besoins croissants des Français et leur anxiété croissante vis-à-vis de la santé. Donc ce plan Ma Santé 2022, il concerne tout le monde et personne n'est exclu. Force est de constater qu'a émergé un problème dont je savais qu'il était sous-jacent, qu'il était latent, qui était le mal-être hospitalier, de l'hospitalisation publique. Et je suis certaine, évidemment, que vous avez des établissements en tension et qu'il y a des difficultés sur certains territoires. Mais aujourd'hui, l'hôpital public, dans certains territoires, est proche de l'effondrement. Les gens s'en vont. Les soignants partent, que ce soit des paramédicaux ou des médecins. Et aujourd'hui, des lits sont fermés faute de soignants. Des centaines de lits sont fermés. À la PHP, il est considéré que 900 lits sont fermés faute de personnel. 900 lits, ça veut dire que les chirurgiens ne peuvent plus opérer. Ça veut dire que les médecins ne peuvent plus soigner et ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Et donc cette prime pour Paris et la petite couronne pour la fonction publique hospitalière, elle est liée à la nécessité impérative de maintenir un certain niveau d'activité en médecine et en chirurgie dans des hôpitaux immenses comme Henri Mondor ou comme la Pitié-Salpêtrière. Donc, je ne crois pas que ça pénalise l'hospitalisation privée. Après, vous le savez, Monsieur le Président, quand il y a des difficultés de certains établissements dans certains territoires, les agences régionales de santé sont vigilantes. Moi, je suis convaincue que certains de vos établissements rendent un service considérable parce qu'ils sont la seule offre de soins dans certains territoires ruraux. Et j'ai donné des instructions aux agences régionales de santé d'aider ces établissements pour que, quand il y a des difficultés, ils ne soient pas évidemment obligés de fermer. Mais là, ce que nous vivons, et je pense que tous les Français le voient, c'est une crise particulière de l'hôpital public que je ne peux pas négliger et qui ne cherche pas évidemment à monter les uns contre les autres, évidemment pas, mais là, simplement de maintenir une offre de soins qui est quand même celle de la formation de nos jeunes médecins et qui est une offre de soins qui correspond à une offre complémentaire de la vôtre. Et donc, personne n'est oublié parce que dans ce plan hôpital, il y a quand même l'augmentation de l'Ondam, qui est passée, vous le savez, de 2,3 à 2,45, en fait 2,44 pour être très exact, l'Ondam général. Il est entièrement fléché sur l'Ondam hospitalier, ce qui fait que l'Ondam hospitalier est passé de 2,1 à 2,4, vous l'avez dit, et donc les tarifs vont augmenter. Et les tarifs, c'est tout le monde. Et donc, vous êtes... Alors, effectivement, la reprise de la dette est réservée à l'hôpital public. Mais les tarifs, c'est vous, c'est l'hôpital public, c'est tous les établissements de santé, quel que soit le statut. Et en plus, vous le savez, j'ai pris des engagements sur une demande que vous m'avez faite depuis longtemps, qui est la visibilité, celle de la visibilité de la pluriannualité des tarifs. On l'a inscrit dans la loi. Donc, vous aurez maintenant une pluriannualité, une visibilité sur 3 ans. Et l'engagement qui a été pris par le Premier ministre lors de l'annonce du plan hôpital, c'est que les tarifs resteraient au minimum en hausse de 0,2% chaque année. Ça allait bien, 2%. J'ai senti... J'ai senti qu'il y a certains lapsus... On est entre nous. Hein, oui, je sais, ça tweetera certainement pas, je suis sûre. Non, mais voilà, il a dit que les tarifs seraient en hausse
3 ans d'affilée, avec un minimum plancher à 0,2. Et nous travaillons évidemment pour que ça soit mieux que cela. Et donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais le minimum est garanti. Et évidemment, si nous pouvons faire mieux, nous allons faire mieux. Alors, on est effectivement sur la pluriannualité. Et merci, c'est une demande récurrente de la profession. Je le portais déjà en 2017 pour avoir de la lisibilité. Et puis même, si vous voulez, entre vos services et la fédération, je passais 10 à 11 mois par an à parler de tarifs, de volumes, voilà. Je pense qu'on a mieux à faire, les uns et les autres, que de passer 10 mois par an. Alors, c'est vrai que pendant 5 ans, je passais 10 mois sur les volumes et je passais 9 mois à expliquer la baisse. Cette année, c'était plus simple, j'ai expliqué la hausse. C'est beaucoup plus agréable. Lorsque le Premier ministre et vous-même, Madame la Ministre, avez dévoilé ce grand plan hôpital et la pluriannualité, il a annoncé effectivement un tarif à 0,2 minima. C'était très clair. Sauf que, après, quand on a un petit peu essayé d'approfondir, on s'est aperçu que ce qu'on appelle l'IFAC, on est tous des professionnels, c'est l'incitation financière à la qualité, était incluse dans ce 0,2 et que cela faisait une captation de 0,3 à 0,5, plus un prudentiel, qui est votre réserve de sécurité. D'ailleurs, vu que les volumes sont contraints, on pourrait le supprimer, ce coefficient prudentiel, parce qu'il a été sorti, il a été inventé un jour, on peut l'enlever, vu qu'on respecte les volumes, ou le réduire. Et si je peux me permettre, ça me permet d'annoncer un dégel de 415 millions d'euros en novembre, ce qui fait toujours plaisir. Enfin, oui, mais si on l'avait au 1er mars, on serait encore plus content. Bon. Mais ça fait 2 ans d'affilée que j'annonce le dégel complet. Exactement. Effectivement, on va travailler sur le coefficient prudentiel de l'année prochaine. Nous y travaillons comme sur la volumétrie, de façon à être certain de vous garantir des tarifs au minimum à 0,2, mais j'espère plus haut. Merci pour cet engagement. Et j'en dirai pas plus parce que je sais que vous êtes sur la réflexion et qui sera positive. Donc merci pour cette écoute. Parce que je vais vous parler de qualité, non pas que ce soit un sujet qui soit nouveau, c'est un sujet que je porte depuis très longtemps et je suis, vous le savez, lorsque nous étions rencontrés à la HAS, un ardent défenseur de la HAS. Je ne dis pas ça parce que vous y étiez, je le disais avant. Et j'estime qu'un établissement qui est non certifié ou en catégorie D, il faut vite qu'il fasse autre chose. Vite qu'il fasse autre chose. Ce qu'il veut, mais ne plus prendre de patients et de soins. Donc je suis pour la qualité. Ceci dit, cette qualité, avec les indicateurs actuels, qui sont basés sur le passé ou le présent récent, ne permettent pas de pilotage efficace et surtout d'amélioration de nos pratiques. C'est le but, c'est ce que vous cherchez, c'est qu'on soit qualitatif. Donc je vous demande, pour 2020, peut-être de revoir ce process, que l'on puisse, en cours d'année, les uns et les autres, se mesurer, s'étalonner et progresser. C'est le but. Oui, alors je vais parler plus largement d'IFAC. Donc IFAC, c'est 200 millions d'euros pour 2019, voté dans le PLFSS. Ce sera probablement renouvelé, évidemment, puisqu'on a annoncé qu'on augmenterait l'enveloppe. Et je ne suis pas toujours, je vais dire comme ça, toujours ravie des indicateurs. Et je n'étais pas toujours ravie des indicateurs quand je présidais la Haute Autorité de Santé. Donc aujourd'hui, il y a un double travail. Un travail qui est l'amélioration de la qualité de nos indicateurs, c'est-à-dire que ce soit des indicateurs robustes, partagés, automatisés, pour que ça ne rajoute pas du travail aux établissements, qu'il y ait là aussi une visibilité. Et ce que j'entends, c'est que vous aimeriez avoir une visibilité en cours d'année pour pouvoir mieux piloter. Donc c'est la première fois que j'entends cette demande, donc on va y travailler. Peut-être que je pourrais vous faire des annonces l'année prochaine, mais on va y travailler. Je comprends votre problématique. Et donc, aujourd'hui, il y a une réflexion sur IFAC. Alors, elle est continue, mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer la compréhension de l'intérêt des indicateurs qu'on va choisir et d'être certain que ça serve la qualité des soins et la pertinence des soins. Oui, parce que la qualité, vous l'avez dit, c'est 200 millions, demain peut-être 300 ou 400, et à terme, 2 milliards. Et cet argent qui est présenté en début de campagne, on va le récupérer peut-être à 60, 70, 80 ou parfois 110%. Parce que c'est un concours, c'est pas un examen. C'est une enveloppe et on se répartit cette enveloppe. Donc c'est compliqué pour nous, d'une part, de maîtriser ces flux financiers et puis
on va avoir les résultats là, dans les prochains jours et se dire, ah ben tiens, j'ai eu 75%, j'ai eu 85%. Et pourquoi? Et je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est une demande qui est certainement nouvelle, parce que c'est induit par le mode de financement complémentaire et qui va être de plus en plus discriminant. Sur la pertinence, vous portez la pertinence depuis votre arrivée au ministère. On est évidemment favorable à la pertinence. Pertinence des actes, pertinence des soins et de la redondance, je dirais. Parce que l'acte non pertinent chirurgical, il y en a bien sûr, mais c'est peut-être 1%. C'est pas ça qui va changer ou faire des économies. Mais la pertinence et la redondance des soins, oui, sur les actes de radiologie, de biologie ou les consultations que l'on peut peut-être éviter par un dossier médical partagé qui arrive et on est content. Sauf qu'aujourd'hui, dans le PLFSS, il a été introduit une pertinence statistique. C'est-à-dire que si on a une activité qui se développe de manière plus importante que la moyenne régionale, il y a une baisse de tarifs qui peut être impactée sur les soins ou l'acte chirurgical, ou une hausse de tarifs si on est en dessous de la norme. Ça me fait penser à ce que vous avez supprimé à votre arrivée, et j'en étais le plus heureux, la dégressivité tarifaire, qui était une stupidité sans nom, qui était de dire si on augmente l'activité, on passe de 100 à 120 sur une activité de chirurgie, sans savoir d'où venait l'augmentation. Ça pouvait venir d'un praticien qui venait d'en face. On avait une décote de l'acte. Donc la pertinence, oui, mais la pertinence statistique, non. Et peut-être qu'il faudra associer les médecins, parce qu'une clinique n'a jamais opéré un malade. Jamais. Ce sont les médecins avec qui nous travaillons et que l'on pourrait, je dirais, associer à ces travaux et qu'ils soient aussi impactés s'il y a une dérive sur leurs honoraires. Parce que pourquoi, là je ne peux pas me faire que des copains avec les médecins, c'est sûr, mais si on ne dit pas les choses directement, pourquoi il n'y aurait que la clinique? C'est comme lorsqu'il y a des contrôles T2A, pourquoi c'est la clinique qui est impactée sur le remboursement et pas le médecin? Donc les médecins devraient aussi, s'il y a une déviance médicale, être impactés. Qu'on soit ensemble dans ce contrat de bonne pratique et de bonne conduite. Alors merci de parler de la pertinence. C'est vrai que c'est mon dada. C'est pas tant mon dada parce que je m'occupe d'un budget, parce que je pense que dans la pertinence, de temps en temps, ça veut dire dépenser plus, c'est pas forcément dépenser moins. Mais c'est plutôt en tant que médecin. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins dans cette salle, c'est d'avoir vu des patients arriver en consultation avec tellement d'actes inutiles et tellement de parcours absolument invraisemblables, qui, si simplement les gens avaient suivi les recommandations de bonne pratique, on aurait évité 12 scanners, 3 IRM et des biopsies dans tous les sens. Et donc c'est plutôt cette pratique médicale depuis que je suis jeune qui me fait penser qu'en réalité, on peut faire mieux collectivement en termes de parcours de soins, de redondance des actes et d'indications parfois erronées. Le problème, c'est que vous l'avez dit, définir la pertinence, c'est profondément médical et scientifique. Ça ne peut pas être le ministère. Et je suis d'accord avec vous, la pertinence statistique, ce n'est pas un bon outil. Je me suis toujours opposée à ce que l'on rabote de façon automatique les financements sous prétexte qu'une activité dépasserait de façon considérable l'activité moyenne d'un territoire. Par contre, ça peut nous alerter. Parce que ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'il y a beaucoup d'actes non pertinents, des actes chirurgicaux, médicaux absolument inutiles, qui sont faits en nombre. Soit ça peut vouloir dire qu'on est excellent dans un domaine et qu'on attire une patientèle du fait de sa compétence. Donc moi, ce que j'ai demandé, c'est que les agences régionales de santé, lorsqu'elles sont alertées sur le plan statistique, regardent. Et regardent si c'est de la non-pertinence ou si c'est de l'excellence. Parce qu'on ne va pas raboter les tarifs d'une clinique ou d'un hôpital qui s'est archi-spécialisé dans quelque chose, voilà, un acte complexe. Donc on le fait avec, comment je dirais, en opportunité, mais avec attention, avec vigilance sur le fait de ne pas pénaliser des gens qui sont très bons. Et il faut qu'on progresse sur la pertinence. Alors, j'ai confié, vous le savez, à la CNAM et à la HAS le soin d'identifier des parcours pertinents pour faire de la tarification forfaitaire et travailler sur des indicateurs de pertinence dans le suivi des malades, de façon à bien repérer les mauvaises pratiques et à éventuellement survaloriser les bonnes pratiques, parce que dans la pertinence et dans la tarif qu'on a annoncé avec le plan du Premier ministre,
on a annoncé que tous les établissements qui travaillaient sur la pertinence et qui permettaient de faire des économies allaient récupérer pour eux, pour l'innovation, pour leurs organisations, l'argent économisé. Donc ça, j'y tiens beaucoup, c'est le modèle américain. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment la façon dont les Américains ont progressé sur la pertinence des parcours. Et donc j'y tiens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un retour, que vous ayez un retour sur investissement quand vous travaillez à éliminer des actes inutiles. Et puis donc la CNAM et la HS donc, doivent définir ces parcours. Chacun doit essayer de se les approprier et d'améliorer sa pertinence. Vous avez déposé pas mal de projets dans le cadre de l'article 51, avec des bonus-malus. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, c'est très intéressant, on va voir si ça marche bien. On a mobilisé des équipes de recherche universitaires pour nous trouver des modèles de tarification et de bonus-malus justement autour de la pertinence. Et c'est un sujet ville aussi, ça ne peut pas être que l'hôpital. Il y a énormément de non-pertinence en ville. Et puis les parcours, ça veut dire les deux, évidemment, champs qui sont concernés. Et j'ai prévu l'année prochaine de faire un colloque, et même de faire un colloque annuel sur la pertinence, un peu une forme de conférence de consensus avec les sociétés savantes, avec tous les acteurs, de façon à ce qu'on travaille sur 2-3 parcours ou 2-3 pathologies, de façon à réduire des actes non pertinents et définir des parcours. Et vous serez évidemment intégrés dans cette logique. Enfin, je voudrais terminer par la réforme des autorisations. Jusqu'à présent, beaucoup des autorisations reposaient sur des seuils d'activité. Ça peut aboutir à de la non-pertinence, parce qu'à vrai dire, si on veut atteindre le seuil, on peut être amené à faire des actes inutiles. Donc, je voudrais qu'à côté du seuil, figurent quand même des critères de pertinence des parcours. On l'a vu, je l'ai annoncé pour la chirurgie bariatrique. On ne peut pas être simplement à faire des actes. On est obligé de bien penser l'amont, de bien penser l'aval, parce que c'est très mutilant comme chirurgie. Ça entraîne... vous le savez, des conséquences en termes de carence. Et donc, par exemple, sur la chirurgie bariatrique, il y aura des seuils, mais il y aura aussi des critères de pertinence pour les autorisations. Alors, vous abordez un sujet qui m'intéresse au premier plan, ce sont les autorisations, vous l'avez dit. Les autorisations et les réformes de tarification. On va en parler. Lundi soir, vous m'avez invité à un pot de départ de Jean-Marc Aubert, qui était, ou qui est, je dirais, le directeur de la task force en charge du réforme de financement, notamment de la psychiatrie. Donc, première question, que va devenir cette task force ? Allez-vous l'intégrer à la DGOS ou allez-vous en recréer une autre avec une autre personne à sa tête ? Alors, tout le monde peut-être a entendu parler de cette task force. Donc, c'était une équipe autour de Jean-Marc Aubert qui travaillait vraiment sur comment améliorer nos tarifs, enfin la tarification, notamment SSR psychiatrique, je voulais faire évoluer absolument. Ils ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, comme Jean-Marc Aubert repart dans le secteur privé, un certain nombre de personnes vont partir. Ce n'est pas parce qu'on réforme l'organisation ou qu'on change les personnes participant à la mission que la mission disparaît. Parce que je souhaite... garder la même ambition sur cette task force, qu'on continue à travailler tous ensemble. Le projet, il reste très, très important pour moi au sein du ministère. Et donc, on vous fera part de la nouvelle organisation et des personnes. Et donc, ça va un peu se transformer, mais ni l'ambition, ni la volonté d'aboutir à des modifications de tarification. Et je pense qu'on va peut-être en parler. Oui. Surtout que je parle sous l'œil avisé d'un président de spécialité, Frédéric Sanguignol, Olivier Drevon, et la présidente de MCO, Ségolène Benamou. On va parler effectivement de tarification. Sur les soins de suite, il y a une chose qui nous dérange. C'est 80% de nos entrées viennent de l'hôpital public, des patients. Donc on va dire que ce sont les mêmes qui viennent soit en établissement de soins privé, soit public. Les mêmes patients. On ne comprend pas pourquoi il y a une double échelle de pondération médicale. On ne comprend pas pourquoi il y a une triple échelle tarifaire. Ça va de 1 à 3. Le même patient. Ce seraient des patients qui viendraient du privé, qui iraient au privé. Vous pourrez dire oui, mais bon, voilà. Non, là, ce sont des patients qui viennent du public. Donc, ce sont les mêmes. Donc, on ne comprend pas. Et on voudrait que la finalité de cette réforme, alors c'est un gros mot aujourd'hui,
non pas qu'il y ait une convergence tarifaire, parce que dans le MCO, on n'est pas arrivé à l'obtenir, mais qu'il y ait à peu près le même écart qu'au MCO, c'est-à-dire 20 à 30%. Également, on aimerait que nos établissements de soins de suite soient accompagnés. Les GHT, vous les accompagnez, on parlera aussi des territoires, si vous voulez bien, des GHT. Les GHT sont accompagnés et on aimerait que la branche SSR ait une enveloppe de 20 millions d'euros par an sur les 3 années pour pouvoir mettre en place cette réforme de manière apaisée. Et non pas ce qu'on a vécu sur les transports, où c'était pas apaisé, vous l'avez régulé, mais c'était pas apaisé. Ça, c'est pour les soins de suite. Et également, les soins de suite, ils ont un rôle de proximité qui est fort. Donc je pense qu'il faut les intégrer dans ce label hôpitaux de proximité. Voilà. Et également, ils peuvent jouer un rôle dans l'accueil non programmé, les urgences. Voilà. Donc, avant de passer à la dialyse, à la psychiatrie et au MCO également, j'aimerais que vous puissiez apporter du réconfort, parce que sur le terrain, et je suis aussi sur le terrain, et c'est l'intérêt d'avoir un président élu, c'est que je suis aussi sur le terrain, et je mesure l'angoisse de toute réforme tarifaire structurante, surtout lorsque l'on n'a aucune donnée ou aucun impact économique sur la réforme. Alors, bon, vous me connaissez, je ne suis pas brutale. J'essaye de faire bien, essentiellement pour les malades, parce que je veux que ça serve la santé des gens et je veux que ça serve la qualité des soins. Et là, clairement, la tarification du SSR n'était pas optimale. Donc on est arrivé, on a abouti avec la task force à proposer une méthode de tarification qui permet de valoriser l'expertise, de faire plus d'ambulatoires, de favoriser aussi des innovations organisationnelles et de valoriser les prises en charge spécialisées. Et ça, j'y tenais beaucoup parce que c'est du travail, c'est des professionnels particulièrement formés et donc il fallait le reconnaître. La montée en charge va être très progressive. On commence au 1er janvier 2021 et la bascule va se faire en lissage jusqu'en 2026. On a le temps de rectifier. Moi, je ne suis pas obtus quand ça ne marche pas. Vous m'en faites part en général, assez rapidement. Donc on aura un comité de suivi. Alors je ne sais pas si c'est un comité de suivi, mais enfin je ne suis pas sûre de le formaliser comme ça. On va voir comment on organise la nouvelle task force. Mais il est évident que si à chaque fois qu'on travaille avec vous sur cette réforme de la tarification, vous nous faites remonter des difficultés clairement avérées, je n'en doute pas, parce que sur les transports, c'était avéré, et j'ai tout bloqué, j'ai tout arrêté. J'ai dit, on se pose, on fait une mission, on regarde. Donc j'ai aucun problème à revenir en arrière. Voilà, on a tracé une route, un chemin, on y va doucement. Alors, il n'y aura rien de tellement transformant que ça risque de déstabiliser brutalement des établissements. Et s'il y a des difficultés ou des effets pervers, des effets de bord, on y travaillera tous ensemble. Merci pour également sur les hôpitaux de proximité, pour le soin de suite. C'est évident, le SSR fait partie complètement de la définition de ce que peut être un hôpital de proximité, de même qu'il peut y avoir des EHPAD dans les hôpitaux de proximité, il y a du MCO. Mais parce que réglementairement, il manque juste une petite chose, c'est une autorisation de médecine. Donc, il faut peut-être faire en sorte que ce ne soit pas obligatoire. Si on n'a pas de médecine, on ne peut pas être hôpital de proximité. Donc, peut-être... Non, voilà. Je rentre dans le détail, mais... Non, ça c'est vrai. Merci. Il faut un peu de médecine. Oui. Donc, vous donnez de la médecine, mais à ce moment-là, il faut le donner aussi au CEO qui n'a pas de médecine. Parce que MCO, souvent, c'est que C ou O. Donc, il faut MCO. Et c'est vrai qu'avec la présidente Benamou, on milite depuis des années sur l'autorisation unique. MCO, hospitambu. Et donc, si vous voulez aussi ouvrir le champ des prises en charge, ambulatoires, de jour, il faut que le MCO soit un vrai MCO, que nos amis des soins de suite aient du M pour pouvoir être dans la proximité. C'est oui? Alors, non. 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 On y travaille. Non, je suis très très souple, mais j'ai aussi des principes. Donc, je vous écoute. Mais on a beaucoup travaillé à la définition des hôpitaux de proximité, énormément travaillé, avec les élus locaux, avec les fédérations, vous le savez, pour aboutir à un consensus qui s'inscrit dans la loi. Aujourd'hui, le consensus est clair. Il peut y avoir du SSR, il peut y avoir des EHPAD, il y a du MCO, il peut y avoir des urgences, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de maternité, il y a un plateau technique de radiologie et de biologie.
et il y a un lien très fort avec le secteur libéral. C'est la définition dans laquelle on s'est vraiment tous, de façon consensuelle, nous avons abouti dans la loi. Donc là, maintenant, la loi est votée. Je ne veux pas vous dire que je vais réouvrir ma santé 2022. Là, j'ai la bioéthique, les retraites. Comment vous dire? Je vais attendre un peu avant je reviendrai après. Je reviens après, quand voilà, vous aurez tout réglé, tout sera bien, tout voilà. Apaisé. Je reviendrai. Je suis aussi constant. Sur la psychiatrie, effectivement, bon, voilà, il y a eu des inquiétudes, il y a eu un petit peu de tensions entre différentes équipes, et aujourd'hui c'est apaisé, ça avance bien, mais également il faudrait un fonds d'accompagnement. Vous allez dire que je parle que d'argent, c'est pénible ça, mais c'est que 10 millions. C'est ce que les ARS donnent aux GHT chaque année pour qu'ils se parlent entre eux. Je vous taquine un peu. Voilà, donc ce serait bien que pour la psychiatrie, on ait également cet accompagnement. Quelquefois, ça fait du bien de se sentir accompagné, et c'est vrai que ça permet, je dirais, d'avoir une visibilité. Le chantier des autorisations, pour nous, est anxiogène, je vous le disais, notamment en MCO, notamment cette idée de gradation. Voilà. Ce qui a, en partie, rendu extrêmement compliqué la gestion de l'obstétrique dans le privé, c'est bien sûr la politique tarifaire, où la tarification couvre même pas les coûts de production, bien sûr la baisse de la natalité, qui était engendrée par le précédent gouvernement avec la réduction des aides familiales, donc c'est pas vous. Mais surtout, ce qui a pénalisé grandement nos maternités, c'est les niveaux. Le niveau 1, 2 et 3. Où aujourd'hui, en niveau 3, on s'aperçoit que 70% des accouchements relèvent du niveau 1. Pourquoi? Parce que la maman et le papa, parce que les papas aujourd'hui, ils sont très, très soucieux aussi de la qualité des maternités, se disent je vais aller en 3, c'est mieux, même si tout va bien. Donc ça a tué la proximité. En chirurgie, si vous créez des niveaux, ça va tuer la chirurgie. Alors je ne supporte pas le terme de chirurgie de proximité. Personne ne va se faire opérer en chirurgie de proximité. Je préfère la chirurgie spécialisée et la chirurgie de recours. Ça parle bien, spécialisé. On est spécialisé, donc ce que l'on fait en proximité, on le fait bien parce qu'on est spécialisé. Ça, c'est clair. Recours, niveau, non. Et le recours, ça peut être le public et le privé, comme nous avons bien sûr nos établissements d'excellence qui sont en chirurgie cardiaque. Qu'est-ce qui vous fait peur dans nos discussions aujourd'hui? Excusez-moi, on a une discussion un peu... mais on ne se voit pas assez souvent. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce qu'on n'a jamais parlé de niveau 1, 2, 3. Si, dans les groupes techniques, ça en parle. Et je vais continuer ma paranoïa. On m'explique aujourd'hui qu'il y aurait des autorisations de territoire données à ceux qui ont monté des petits groupes entre eux, là. Vous savez, les GHT, là. Petits groupes, là. Un GHT, il faut le savoir, ça va de 200 millions à 2 milliards. La taille du GHT. Je vais vous dire, on va être clair. Oui, cash. Aujourd'hui, l'intérêt d'une ministre de la Santé n'est pas de fermer des établissements. J'ai besoin de médecins qui travaillent sur le territoire. Quand je dis médecin, c'est chirurgien, c'est... Je n'ai aucun intérêt à réduire l'offre de soins. Après, je peux avoir des intérêts à l'organiser un peu pour que tout le monde ne soit pas rassemblé au même endroit, pour que la compétition ne se fasse pas dans une ville de 20 000 habitants alors qu'il y a un territoire désertique autour. Ça, c'est mon rôle de régulateur. Mais mon intérêt n'est pas d'empêcher les gens de travailler. Voilà. Mais je vous crois. Sauf que la décision que vous prenez aujourd'hui, si elle rentre dans le même champ que l'obstétrique, nous allons disparaître. Et on mesurera les écarts dans 5 ou 6 ans. L'obstétrique a répondu à un modèle. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tous les cas dans les notes qui m'ont été remontées sur les autorisations, on soit dans ce modèle-là. On est dans un modèle, en plus, il est très variable d'une spécialité à l'autre, vous le savez. Il n'est absolument pas homogène, parce que j'ai demandé... Alors, pour ceux qui ne baignent pas tous les jours dans les groupes de travail, j'ai demandé à ce que la réforme des autorisations repose d'abord sur un consensus professionnel, mais aussi sur des publications scientifiques. C'est-à-dire que je ne veux pas d'idéologie là-dessus. Soit il y a un rationnel à un seuil, soit il n'y en a pas. Donc j'ai fait par étapes. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette démarche-là pour toutes les autorisations façon maternité. Alors on aura certainement l'occasion d'en rediscuter, mais je vous trouve très inquiet
Alors peut-être que vous avez vu et entendu des choses, mais mon objectif, c'est simplement de préserver la qualité des soins, point barre. J'ai une question de la salle. Non, je suis inquiet parce que ça fait un an et demi qu'on est sur cette thématique et on sent une volonté de coercition. Et alors, la suggestion, il faut que l'État arrête de créer de nouvelles contraintes sur les professionnels de santé qui ne peuvent être mises en œuvre et qui entraînent une surenchère salariale. Il y a aussi ce point de vue-là. Et je vais vous parler également de deux sujets qui nous tiennent à cœur, ce sont les IBOD et les pharmaciens. Sur les autorisations, j'entends votre vision et je sais que vous ne ferez pas dans la brutalité et que l'on se verra. C'est toujours un petit peu comme ça, quand on bâtit un schéma de santé, tout le monde fait part son consensus, enfin de ses idées, il y a un consensus, puis après il y a une décision politique qui est la vôtre et on se verra à cette occasion-là. Mais je sens l'autorisation, c'est pour le privé. Je représente le privé. Et c'est le seul capital que nous avons, l'autorisation. Ça nous permet de travailler. Et cette autorisation, peu de gens le savent, à part dans cette salle évidemment, elle est valable 5 ans, 7 ans demain. Donc c'est toujours anxiogène. Voilà. Et quand je vois que sur les territoires, il y a aussi une difficulté de fonctionnement entre le public et le... Je ne parle pas de guerre, j'étais encore mardi en table ronde sur le Midi Libre dans le Sud, où c'était la guerre publique-privée. La guerre publique-privée, c'est dépassé, il n'y a plus rien, c'est stupide. Mais tout de même, lorsqu'on voit que les ARS, et je dis au sens large, quelquefois, sur des autorisations ou sur des équipements lourds, ont tendance pas à facturer, à favoriser tel ou tel secteur, je me dis que là aussi, il faut qu'on puisse vous faire remonter sur les territoires quelques difficultés. C'est vrai, j'entends. Moi, je ne donne pas de consignes sur tous les cas que gèrent les ARS. Vous imaginez qu'il y a évidemment une décision parfois territoriale. Pour autant, moi, je vois aussi dans certains cas des professionnels de santé, chirurgiens notamment, qui quittent le secteur public parce qu'ils sont soumis à trop de contraintes de garde pour aller dans le secteur privé dans la même ville parce qu'ils ne sont pas soumis à la continuité des soins. Et là, je pense qu'on a quand même aussi un sujet à travailler et ça pourrait intervenir dans les autorisations. C'est-à-dire que dans des territoires, et c'est là où peut-être vous avez entendu parler d'autorisation territoriale, dans des territoires très pauvres en professionnels, avec des activités très sous tension, quand il y a un seul secteur qui participe à la continuité des soins, ça devient compliqué. Permanence des soins, parce que la continuité des soins... Oui, pardon, permanence des soins, oui, excusez-moi, je parle vraiment des gardes de... Oui, voilà, parce que je voyais un chirurgien en face qui commençait déjà à bondir. Non, la continuité des soins de nos malades est assurée, c'est la permanence des soins. Non, excusez-moi. Permanence des soins, je pensais aux gardes. Oui, voilà, les gardes. Oui, alors dans les gardes, effectivement, nous sommes sur les territoires pleinement investis dans les gardes, et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que cette difficulté de dichotomie entre les autorisations nous pose une inquiétude, et merci pour votre écoute, et merci pour votre éclairage. Sur les GHT, donc on en a parlé. Les GHT, ils sont mal nés dans l'appellation parce qu'en fait, ce serait plutôt des GHP, groupements hospitaliers publics, et ça permettrait d'avoir une meilleure lisibilité. Donc au prochain PLFSS, si vous voulez changer le nom, comme ça, il y aura des GHP publics et des GHP privés, et que l'on puisse aussi... et je vous ai fait une demande officielle de reconnaissance de GHP privés, mais c'est pas arrivé jusqu'à vous parce que c'est pas légal. Mais c'est vrai que si on pouvait, sur les territoires, créer des GHP, je suis sûr que bon nombre d'entre nous pourraient le faire. Donc merci pour votre écoute sur cette thématique. Un point sur les IBOD. Je vais en parler rapidement parce que c'est un sujet anxiogène, mais je pense que vous allez trouver une solution qui devrait, dans les prochains jours, contenter tout le monde sur cette thématique-là et qu'au 1er janvier, on ne soit pas obligé de fermer de blocs opératoires. Je vous le confirme. On va faire en sorte que les Français soient opérés de façon légale dans les blocs opératoires à partir du 1er janvier. On va reculer la date d'entrée en vigueur. Je crois que c'est un décret. Oui, un décret, oui. Ouais. Je crois qu'il date d'avant mon arrivée. 2015. Ouais. 15, hein. Donc on s'est mis dans un entonnoir infernal. Donc il est évident qu'il faut continuer à opérer les gens. Je ne pense pas qu'ils sont moins mal opérés aujourd'hui qu'ils ne le seront demain. Enfin, plus mal opérés, pardon. Bref.
Excusez-moi, je fatigue. Non, ça va. Non, voilà, donc on va lever la contrainte, on va reculer. Alors, est-ce qu'on recule d'1 an, 2 ans? Je me tourne vers mon conseiller. C'est en cours, on discute. Voilà. Je n'ai pas la date encore, mais on recule. Voilà. Il faut qu'on arrive à ce que le décret se mette en place quand les IBOD ont été formés et qu'ils sont sur le territoire. Voilà, surtout qu'on le sait tous, parce qu'on a une certaine expérience, si je puis me permettre, dans la ministre, où les aides opératoires de nos chirurgiens à l'époque étaient souvent soit leurs épouses, soit leurs enfants, soit leurs collaborateurs. Il dit ça pour moi, parce que ma maman était l'aide opératoire de mon papa, et moi j'étais aussi l'aide opératoire de mon papa. Je le savais, mais vous le dites, c'est... Bon, c'était il y a très longtemps, à une époque où c'était moins réglementé, mais moi j'ai commencé à être aide opératoire de mon papa à 14 ans. Voilà, je le savais aussi, 14 ans. J'ai passé le jeudi après-midi. Et c'est pour ça que sur ce sujet-là, je n'ai jamais été inquiet, parce que je savais qu'un jour nous nous retrouverions sur nos passés collectifs, où moi aussi j'ai été en bloc opératoire. Mais moi j'ai refusé parce que mon père voulait que j'y aille, mais j'ai senti le piège où je devrais être la nuit, le week-end, etc. Donc j'ai refusé d'aller dans les blocs opératoires. Par contre, je suis pharmacien et je suis fier de ce diplôme. Et aujourd'hui, les pharmaciens, ils doivent être internes pour travailler dans des pharmacies usage intérieur. Alors quand il y a des établissements qui ont une stérilisation, qui ont des cytotoxiques, qui ont de la chimiothérapie, de la dialyse, je comprends qu'il faille un bac plus 11, 12. Bon, déjà, moi, je suis docteur bac plus 6, j'estimais savoir faire mon métier. Maintenant, il faut bac plus 10, 11, ok. Mais établissements de soins de suite, établissements d'HAD, établissements de psychiatrie, qui ont 50, 70 lits, sont obligés également d'avoir ces pharmaciens. On n'en trouve pas sur le marché. 2, les remplacements, ben, il n'y en a pas. Alors, j'ai donné ma carte professionnelle à tous mes adhérents. Ils mettent mon numéro d'inscription à l'ordre. Mais c'est peut-être pas la solution. C'est légal, ça? Non. Non, mais quelquefois, voilà, publiquement, je m'autorise quelques libertés. Publiquement. Puis après, dans la vraie vie, je fais attention. Quoique, ça m'a traversé l'esprit. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour les remplacements ou pour les établissements qui ont 50, 70 lits, revenir, et c'est pas péjoratif parce que je suis docteur en pharmacie, revenir à un doctorat de base pour gérer ces PUI, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? Et ça, vous ne le savez peut-être pas, c'est que bon nombre d'entre nous fermons nos PUI et passons par la ville. Et ça coûte beaucoup plus cher. Parce que c'est l'assurance maladie qui paye dans la mesure où on ne doit pas fournir les traitements au long cours de nos patients. C'est l'assurance maladie qui paye à des tarifs de ville. Là, je vais mettre à dos les pharmaciens de ville, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier et revenir par un amendement à ce décret? Je sais bien qu'il y a les internes, qu'il y a l'ordre, mais c'est stupide. Alors là encore, je pense que je vais vous dire non. Je suis désolée. Pas ma soirée. Non, mais je pense que les diplômes et ces compétences, elles ont été discutées avec les professionnels pharmaciens. Je ne me vois pas annoncer, juste parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on se parle souvent, qu'on va revenir sur une compétence, un diplôme et quelque chose qui est un acquis de la profession, parce que nous savons aujourd'hui que tous les professionnels de santé sont en train de gagner en compétences. Je ne vais pas, juste parce que c'est plus simple, réduire le niveau d'exigence. Voilà. Après, on peut travailler aux organisations, à tout ce qui réglemente les PUI, mais je ne vais pas comme ça vous annoncer qu'on modifie les compétences requises pour exercer un métier aujourd'hui. Moi, j'ai un grand principe dans ma vie professionnelle et syndicale, c'est que le non, je l'ai déjà. Donc, je demande. Et un jour, j'ai le oui, parce qu'il y a souvent des idées de la profession qui sont des idées de bon sens, et je suis sûr que je reviendrai dessus. Il n'y a pas de difficulté sur... et puis, je verrai mes confrères aussi pour leur expliquer qu'ils font peut-être fausse route sur cette thématique-là. Donc, on a parlé de tarifs, on a parlé d'autorisation, on a parlé de qualité, on a parlé de pertinence, on a parlé de GHT, on a parlé également de coopération médicale. Voilà, on est en phase sur tous ces sujets. Vous le savez, Agnès, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais on soutient l'action du gouvernement sur la politique de santé parce que vous avez fait preuve, je dirais, de signes positifs envers notre secteur. Ce que l'on souhaite pour cette année, c'est que ça continue, mais vous l'avez dit,
et que l'on puisse continuer à exercer notre métier fièrement et qu'on ne soit pas toujours dans la crainte que l'on a vécu les années précédentes et qu'on puisse avoir un tarif positif, vous l'avez dit, mais largement positif. Alors, je ne vais pas vous demander 4% comme certaines centrales syndicales. Je suis un syndicat aussi, mais voilà, peut-être un peu plus raisonnable que d'autres. Je vous demande 1% de tarif net. Hors IFAC, voilà. Et ce pourcent, je m'engage, comme sur les urgences. Vous avez eu je dirais, l'honneur de nous faire participer à cette subvention d'urgence. On a une dotation et je me suis engagé avec une recommandation patronale obligatoire à ce que ce soit appliqué dans ma branche. Donc merci. Et je peux m'engager également, si nous avons un tarif de 1%, le répartir en 3 tiers. Un tiers pour la revalorisation salariale, un tiers pour l'investissement et un tiers pour le désendettement. Vous dites oui? Monsieur Garbi, je croyais qu'on ne parlait pas d'argent. C'est pas poli. Surtout à une dame, oui. Non. En l'occurrence, bon, vous le savez, le budget de l'État, le budget de la nation, l'ONDAM, c'est notre bien commun collectif. Tout le monde connaît les contraintes qui pèsent sur le budget de l'État aujourd'hui, l'endettement de la France, les impôts, ce que représentent aujourd'hui les finances publiques. Et j'adorerais pouvoir vous dire qu'on monte l'ONDAM à 2%, à 3%, ce serait formidable. Aucun pays n'y arrive, parce qu'en réalité, ça voudrait dire que la part de la santé dans le PIB de la nation ne cesserait d'augmenter au détriment des autres. C'est ça. Ça veut dire que si on augmente le budget de la santé selon le tendanciel, alors que la croissance du PIB de l'État n'est que de 1,5% par an, en réalité, ça veut dire que la part du PIB dédiée à la santé va un jour rejoindre 17%, 18%. C'est autant de moins pour l'éducation, peut-être moins pour la défense, peut-être moins pour les prestations sociales. Donc ça, c'est un choix politique. On a un Parlement qui vote les budgets, qui décide. Et donc, voilà, j'adorerais pouvoir vous dire oui, Monsieur Garbi, mais... Je pense que vous pourrez dire oui parce que les volumes sont maîtrisés. C'est pour ça, voilà. que je vous dis, aujourd'hui, le Premier ministre et donc moi-même se sont engagés à 0,2 en plancher minimal pendant 3 ans, et nous travaillons et nous faisons des efforts considérables pour que ce soit plus haut. Voilà. Merci Madame la Ministre. Alors, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, ce sont les urgences. Les urgences sont en difficulté, vous le savez bien mieux que moi, pour faire le tour des... D'ailleurs, je vous invite à venir visiter un service d'urgence privé, où vous voulez, quand vous voulez, même à minuit, on vous accueillera avec grand plaisir, parce que c'est vrai que vous faites le tour des hôpitaux publics, et c'est bien, parce qu'il y a une souffrance, il y a une difficulté, mais vous étiez à Marseille, je crois, la semaine dernière. Voilà, venez chez nous aussi, voilà, vous verrez aussi que c'est... enfin, vous le savez, il n'y a pas de difficulté. J'ai souhaité, moi, apporter mon témoignage et mon soutien aux urgences publiques, en expliquant qu'il y avait 120 services d'urgence privés sur le territoire, et qu'on prenait en charge 3 millions de patients. On divise 3 millions par 120, ça fait 50 patients par jour. On peut faire plus, on peut doubler, ça fait 100 patients, et ça fait 6 millions de patients au lieu des 3. Et ça peut aider l'hôpital public, et ça évitera qu'ils comptent les lits ou les brancards dans les couloirs, parce que ce comptage, pour moi, est une stupidité. Et cet hôpital bashing, j'en peux plus, et c'est difficile à vivre pour nous tous. Donc c'est vrai qu'on est en soutien, on tend la main, et quand on a commencé un petit peu à regarder ce qui se passait sur le territoire, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait 42 départements où il n'y avait pas d'urgence privée. Il n'y avait pas de service d'urgence autorisé dans le privé. Donc, nous demander de participer, oui, mais on n'a pas forcément les moyens réglementaires. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait un minima, un service d'urgence dans chaque département. Les cliniques sont prêtes. J'ai une 50aine d'établissements qui font déjà des urgences non programmées de manière simple. Mais voilà, on demande une organisation qui soit peut-être plus structurée. Non, moi, j'ai évidemment aucune réserve sur le fait que les urgences privées ont leur place dans le maillage territorial.
Donc ça veut dire que ces établissements doivent faire la demande à l'ARS et montrer qu'ils sont effectivement nécessaires, utiles à la prise en charge des patients. Mais vous le savez, moi je considère toujours tous les établissements de la même façon. Je pourrais vous envoyer les refus des ARS? Ils doivent être motivés. Oui, mais pas toujours, malheureusement. Pas toujours, parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'il y a un hôpital qui... Je vous dis ça en toute... Voilà, en toute simplicité, on s'aperçoit que... Vous me montrerez les refus, les causes des refus, parce que en réalité, les ARS, elles le font aussi avec une vigilance particulière. On sait bien qu'on a besoin de services d'urgence ouverts la nuit, donc beaucoup de territoires, il en manque. Effectivement, si le service d'urgence qui est proposé par l'établissement est juste en face d'un autre service d'urgence public qui fonctionne bien et qui n'est pas en surchauffe, peut-être qu'il y a des refus. Là, je suis d'accord. Donc on va regarder au cas par cas. Merci bien. Madame, avant de vous remettre la charte d'accueil des urgences, et pour ce faire, j'appellerai mes co-signataires, un petit mot de conclusion ou d'espoir sur 2020, 2021, 2022 ? Merci. Donc oui, moi je suis toujours optimiste. Donc même si notre pays, on est d'accord, vit des tensions, on puisse dire, mais c'est toutes les démocraties, donc c'est pas pire chez nous qu'ailleurs. Sur la santé, on a opéré une transformation pour le moyen long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une crise, notamment à l'hôpital public, mais une crise aussi de la médecine libérale dans les territoires, du fait d'une démographie catastrophique et qui ne va pas s'améliorer avant 2027. Donc on n'a pas d'autre choix, c'est ce que je vous disais en introduction, pas d'autre choix que de travailler tous ensemble. Dire qu'on est tous des acteurs indispensables à la santé des Français et qu'on doit se retrousser les manches et arriver à trouver des organisations optimales pour que chacun accède aux soins et que les soins soient de qualité. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2 ans, on a travaillé main dans la main. Quand il y a eu des frottements, on se parle, on essaye de trouver des solutions. Moi, je n'ai absolument rien à dire sur la façon dont nous travaillons ensemble. C'est respectueux, je pense, de part et d'autre. Et je pense qu'on a avancé. Et à aucun moment, j'ai imaginé qu'il y avait une place différente pour l'hospitalisation privée et l'hospitalisation publique sur les territoires. Donc je vous le redis, je pense qu'il y a de la place pour tous, avec respect des compétences, avec parfois un peu de responsabilité aussi. Quand je parlais de le fait de participer aux gardes, je crois que dans certains territoires, dans certaines spécialités, il va falloir quand même qu'on rouvre ce sujet. Mais vous proposez aussi d'être présent sur les urgences, donc moi j'entends, et avec plaisir. Et vous dire que je pense sincèrement que nous sommes en train de changer d'air. Quand je dis d'air, c'est ERE, c'est-à-dire que je crois qu'on a arrêté cette guerre intestine entre les secteurs. Je pense que nous avons trouvé une façon de travailler, de co-construire inédite dans le secteur de la santé, en tous les cas ces dernières années. Et je m'enorgueillis de cette méthode de travail. Je pense que c'est, en tous les cas, la signature que j'essaie d'imprimer dans ce ministère. Et je dois dire que j'ai trouvé du répondant avec vous. Vous acceptez que je vous dise non. De temps en temps, je vous dis oui. Et quand je dis, je fais. Oui. Ça, je peux en témoigner. Et merci également pour votre réactivité, parce que lorsque je vous envoie un WhatsApp, vous répondez tout de suite. Alors, pas forcément la réponse que j'attends, mais au moins vous répondez, et ça permet d'entretenir la discussion. J'ai entendu le message sur les gardes, parce que c'était aussi un schéma qui me tient à cœur. Je salue votre courage sur les mercenaires dans le public. J'étais dans le Grand Est il y a 1 mois, et j'étais à une table ronde avec le directeur général de l'ARS et le délégué de la FHF, qui était directeur d'hôpital. Et il me disait, j'en peux plus, je dois payer mes médecins urgentistes 3 500 € par 24 heures. Et là, je me dis que c'est impossible que l'hôpital public s'en sorte. Donc là aussi, je compatis et je fais un transfert d'affection. C'est impossible que l'hôpital public, avec 3 500 € par 24 heures, où il y a une surenchère. Donc bravo pour votre courage de vouloir contingenter ces mercenaires qui, voilà, c'est totalement insupportable. Et je vous rassure, statutairement, nous ne pouvons pas
avoir de mercenaires dans nos établissements. Donc tous les médecins remplaçants sont les médecins installés, enfin tous les médecins qui travaillent sont installés, pardon, et les remplaçants sont inscrits à l'ordre et remplacent le praticien. Et il n'y a pas de mercenaires. Donc bravo pour ça, et j'espère qu'on pourra, parce que c'est vrai que cet intérim médical, c'est une plaie sans nom. Et également saluer les échanges que nous avons, mais également avec l'ensemble de vos services, que ce soit la DGOS, bien sûr, et votre cabinet. Je vais appeler deux médecins, comme ça vous serez majoritaire. Alors le docteur Marie-Paul Chariot, que vous connaissez, venez Marie-Paul, qui est présidente des présidents de CME dans nos établissements et qui est anesthésiste. Et je vais appeler le docteur Albert Birenzik, qui est le président du syndicat des médecins urgentistes libéraux. Merci pour vos applaudissements. Alors, cette charte, j'y tiens depuis quelques mois et merci à toi, Ségolène, merci au MCO de l'avoir validée parce que ça touche ta branche, ça touche ta thématique et j'ai l'honneur de le remettre en votre nom. Donc je vais vous la lire, elle est assez courte. Charte d'engagement, votre accueil aux urgences privées. Ici, nous vous accueillons ainsi que vos proches avec compétence et attention, dans le respect de votre vie privée et de la confidentialité des informations qui vous concernent. Nous nous engageons à respecter vos droits, conformément à la charte de la personne hospitalisée. Nous remplissons pour vous notre mission de service public, d'accueil du public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucun dépassement d'honoraires. Nous nous engageons à accueillir et à prendre en charge au sein de notre service toute personne dont l'état de santé requiert des soins, qu'elle arrive par ses propres moyens ou qu'elle soit adressée par la régulation du centre 15. Nous nous assurons que les conditions optimales de votre prise en charge sont garanties au regard des compétences médicales et ou du plateau technique existant au sein de l'établissement. Nous nous engageons sur l'accessibilité sans aucune discrimination dans l'accès aux soins et quelle que soit votre nationalité, votre âge, votre état de santé, votre handicap, votre situation sociale, votre situation familiale, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre origine, votre religion et vos opinions. J'ai tout le monde là. Hein. Nous garantissons la qualité de votre accueil, des traitements et des soins. Nous sommes attentifs au traitement de la douleur et mettons tout en œuvre pour vous assurer une prise en charge digne. Nous vous orientons dans le service le mieux adapté à votre état de santé. Si votre état nécessite une hospitalisation, nous vous donnons toutes les informations utiles, y compris sur les aspects pratiques et organisationnels. Pour l'accueil de chacune et chacun, les services privés s'engagent. C'est un engagement fort qui est signé par Monsieur le Président des urgentistes libéraux, Madame la Présidente des présidents de CME. Rapidement, 2 petits mots pour vous associer à cette charte. Marie-Paul, si tu veux bien. D'abord, merci Madame la Ministre de la valider et merci à tous de tenir l'engagement. Nous le tiendrons. Nous souhaitons simplement qu'on arrête aussi les mercenaires et les remplacements au long cours pendant 20 ans ou 30 ans. Bonjour Madame la Ministre. Nous souhaitions bien évidemment signer cette charte pour affirmer notre volonté à participer activement dans la prise en charge des soins urgents de nos concitoyens. C'était également une volonté de prouver la bonne synergie qui existe dans ce partenariat entre les établissements privés et les urgentistes libéraux. Voilà, merci. Merci docteur. Bon, mais Madame la Ministre, le petit mot de la fin, peut-être pour... voilà. Ouais, petit mot de la fin. Moi, je vais bien rester. En plus, on a un apéro, là, si vous voulez rester. Une petite soirée dansante aussi. J'ai un tout petit peu de travail. Ce serait bien, ça, pendant les grèves des retraites, notre ministre qui danse. Voilà. Je pense que ce serait mon dernier jour au ministère. Pourquoi pas. En tous les cas, Monsieur le Président, merci de l'accueil à chaque fois. Un accueil toujours chaleureux. Une discussion, j'aime bien ce format-là, parce qu'on peut se dire les choses, on peut se parler avec franchise, mais on aborde quand même des sujets très concrets. C'est mieux qu'un discours, et c'est vrai que c'est un format que je réserve à la FHP, et il me plaît beaucoup. Merci pour votre présence, et merci au nom de tous les adhérents. Merci à vous tous.